Laurent Ponceau est celui qui a fait tomber l'un des plus grands faussaires de tous les temps. Il est le témoin clé d'une gigantesque arnaque aux bouteilles de vin. Ce vigneron français a parcouru les 6000 km qui séparent sa Bourgogne de Big Apple pour témoigner devant le tribunal et défendre le terroir français. J'attends que tout ça se termine et que surtout le grand public sache qu'il y a des faux vins sur la planète et que des gens comme celui qui est jugé aujourd'hui en ont fabriqué et ce que j'espère c'est que ça s'arrêtera. C'est un type surtout un opportuniste, il a vu qu'il y avait de l'argent à se faire. Vous savez les faussaires, il n'y a qu'une chose qui les intéresse, c'est l'argent. Le fameux faussaire auquel Laurent Ponceau va faire face au procès dort aujourd'hui en prison. Rudy Kurnawan, un Américain d'origine asiatique de 37 ans, qui avant sa chute avait amassé des millions de dollars avec ses arnaques au vin. Ses victimes, ce sont des milliardaires américains, des banquiers et de nombreuses personnalités d'Hollywood, comme l'acteur Will Smith ou Jackie Chan. Pendant plusieurs années, cet escroc a vendu à tout ce petit monde des centaines de bouteilles des plus grands vins français. Pétrus, Dom Pérignon, Romanée Conti. Des vins vendus parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros la bouteille. Sauf qu'il s'agissait en fait de contrefaçon. L'histoire commence dans ces vignes, là où ces fameux grands crus prennent naissance. Un endroit mythique de Bourgogne, où s'étendent sur quelques dizaines de kilomètres les domaines de quelques-uns des meilleurs vins du monde. C'est ici que se trouvent les terres de Laurent Ponceau. Chez lui, la culture de la vigne est une affaire familiale. Les Ponceau sont vignerons de génération en génération. C'est une vigne, celle qu'on a là en face de nous, qui était plantée en 1911, donc vraiment une des plus vieilles vignes de Bourgogne à l'heure actuelle. Ce patrimoine que nous avons là depuis 2000 ans, depuis que les Romains ont attaqué les Gaulois et surtout qu'ils ont apporté des ceps de vigne et les ont plantés dans les meilleurs endroits, depuis ce temps-là, on a une sorte je sais pas comment dire, de religion quasiment de la viticulture et du vin. Des vignes transformées en hectares qui font la richesse des Ponceau grâce à une chose, leur rareté. Car les meilleurs vins ne sont produits qu'en toute petite quantité dans ce domaine. Ça c'est le Clos Saint-Denis qui maintenant s'appelle Très Vieille Vigne puisque les vignes ont été plantées en 1905 mais que nous avons commencé de produire nous en 1982. Donc ça, c'est le Clos Saint-Denis 2013 qui vient juste d'être entonné. C'est un millésime où la production est très faible, donc on n'a que 3 tonneaux au total pour cette année. Des bouteilles si rares qu'elles deviennent parfois des objets de collection pour les amateurs, avec des prix pouvant atteindre plusieurs milliers d'euros. Laurent Ponceau y trouve son compte, mais il y a 2 ans, en feuilletant un catalogue de vente aux enchères de vin qui devait avoir lieu à New York, il a bien cru avoir une attaque cardiaque. Ici, vous avez la liste complète de tous les vins mis en vente. Et ici, voilà, Clos Saint-Denis. On commence avec Clos Saint-Denis 45, 49, 59, 62, 66 et 71. Des bouteilles du fameux Clos Saint-Denis datant des années 40 à 70. Rien d'extraordinaire pour un profane, mais pour le propriétaire du domaine, c'est un choc. Et là, on s'en a fait qu'un tour, ça ne pouvait pas exister puisque nous avons commencé à produire ce vin-là en 1982. Donc forcément, les bouteilles qui étaient mises en vente, d'ailleurs entre parenthèses à des prix exorbitants, ne pouvaient pas exister. Des bouteilles proposées selon le catalogue à des prix allant jusqu'à 9 000 $, soit 7 000 €. Laurent Ponceau voit rouge, il part illico à New York, fait annuler la vente et va mener l'enquête auprès du commissaire-priseur pour savoir qui est à l'origine de la supercherie. Il faut que vous me disiez qui est le propriétaire de ces vins, si c'est vous ou si c'est quelqu'un qui vous les a donnés pour les mettre en vente. Et c'est là qu'il m'a dit, c'est un monsieur qui s'appelle Rudy Kurnawan. Rudy Kurnawan, considéré jusqu'à présent comme un grand expert en vin, au-dessus de tout soupçon. Comment s'est-il procuré ces fameuses bouteilles? Les vend-il en sachant que ce sont des imitations? Une enquête du FBI démarre et va mettre à jour l'itinéraire d'un homme au talent d'usurpateur hors du commun. Ses faits d'armes les plus célèbres, Rudy Kurnawan les a réalisés ici, à Los Angeles. La capitale mondiale du cinéma est aussi un haut lieu du vin, où se tiennent régulièrement toutes sortes d'événements, rassemblant des amateurs du monde entier.
Au départ, c'était pourtant un univers très éloigné de celui de Rudy. Lorsqu'il arrive d'Indonésie à l'âge de 17 ans, Kurniawan s'installe dans cette banlieue avec sa mère et son frère. Un quartier résidentiel de LA, peuplé essentiellement par des Asiatiques. La famille vit alors dans cette maison plutôt coquette. Et pour leurs voisins, les Kurniawan sont des gens apparemment sans histoire. Même aujourd'hui, tout le monde semble ignorer quelles étaient les véritables activités de Rudy. Hello? Vous connaissiez Rudy Kurniawan? Oui, pourquoi il n'habite plus ici? Non, il est en prison maintenant. En prison? Oh mon Dieu! Côté pile, Kurniawan est donc un jeune homme discret qui sort diplômé en histoire de l'université en 1996. Mais côté face, il se crée un personnage, celui d'un collectionneur obsédé par un produit de luxe réservé aux très riches, les grands crus. Kurniawan a seulement 24 ans mais déjà beaucoup d'assurance. Il court les ventes aux enchères organisées dans de prestigieux hôtels de LA et se met d'abord à dépenser sans compter pour acheter ses grands crus et par la même occasion épater la galerie. D'où tient-il sa fortune? Lorsqu'il commence à être connu, il donne une interview au Los Angeles Times où il prétend avoir hérité de sa famille, de gros industriels indonésiens selon lui. Mais l'enquête prouvera que Kurniawan n'a jamais été riche. Pour financer ses achats, il emprunte en réalité à des banques. À Los Angeles, un homme a été l'un des témoins privilégiés de l'histoire de Kurniawan. Don Cornwell est l'un des collectionneurs de vin les plus réputés des États-Unis. Et il nous emmène dans un lieu qui lui est cher et qui peut faire saliver n'importe quel amateur. Une sorte de cave artificielle géante dans les sous-sols de Los Angeles, là où Don Cornwell, comme d'autres collectionneurs, entreposent leurs meilleurs grands crus. Alors voilà, ça c'est une de mes meilleures bouteilles. Bonne Mar vieille vigne. Le collectionneur rencontre Rudy à ses débuts dans une vente aux enchères. Et il est vite impressionné par le personnage. Car Kurniawan a bien compris comment se faire accepter dans ce milieu. Rudy était partout, on le voyait tout le temps, dans toutes les ventes aux enchères de grands crus. Il était là. Et il s'asseyait toujours au premier rang de manière à ce qu'on le remarque. Il voulait que tout le monde voie qu'il achetait de belles bouteilles de vin. Mais surtout, Rudy s'attire la sympathie des riches de Los Angeles en organisant lui-même de somptueuses fêtes. Dans cette résidence ultra protégée de Bel Air qu'il loue pour l'occasion, il débouche des grands crus très rares. Et le tout Los Angeles est invité, des banquiers, des producteurs de cinéma et plusieurs grandes stars d'Hollywood. Des personnalités qui vont bientôt devenir ses clients. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces gens-là ont connu une réussite exceptionnelle. Et pour en arriver là, il ne faut pas être naïf. Mais quand on parle de vin, ça devient irrationnel. Ils avaient envie de croire tout ce qu'on leur disait. Ils voulaient croire que quelqu'un pouvait leur vendre un Chambertin de 1949 ou un Romanée Conti de 1934. Car petit à petit, une fois la confiance gagnée, Rudy se met à leur vendre ses belles bouteilles. De façon privée dans des fêtes, mais aussi dans les ventes aux enchères un peu partout aux États-Unis. Tout le monde achète les yeux fermés sans regarder à la dépense. Car Rudy inspire la confiance. À cette époque, j'étais vraiment à milieu de m'imaginer qu'il soit capable de vendre des millions de dollars de vin contrefait. Car si l'ascension de Rudy a été rapide, sa chute aussi va être très brutale. C'est la fameuse vente aux enchères de New York, où Rudy met en vente des bouteilles du domaine Ponceau, d'un millésime qui n'a jamais existé. L'erreur que Rudy n'aurait sans doute jamais dû commettre. À ce moment-là, une enquête est ouverte et les autorités américaines vont très vite avancer. Le FBI va perquisitionner son domicile. Et voilà l'incroyable découverte qui va être faite. Un atelier complet de production de fausses bouteilles. Imprimante et scanner pour faire de fausses étiquettes. Kurniawan les collait ainsi sur des bouteilles d'un vin quelconque. Il y a aussi de vraies bouteilles de grands crus mais vides.
Kernawan les remplissait en mélangeant différents vins, créant ainsi un faux grand cru au goût unique. Le tour était joué. Au fil des investigations, les enquêteurs retrouvent aussi sur des bouteilles mises en circulation d'autres preuves accablantes. Vous voyez là, il devrait y avoir un accent sur le E de Romanée Conti, mais il n'y en a pas. Normalement, sur les bouteilles de 1935, il ne doit rien avoir d'écrit sur la capsule. Là, ce sont donc des faux. Malgré tous ces indices, Rudy Kernawan n'a rien lâché aux enquêteurs. Mais son cas semble bien difficile à défendre. Good to see you. Come in. Pourtant, son avocat Jérôme Monnet, un célèbre pénaliste de Los Angeles, a un argumentaire tout prêt, mais un petit peu surprenant. Ce qu'on a retrouvé chez lui, c'est du matériel de faussaire, non ? Ou bien ça sert juste à restaurer les bouteilles, à faire en sorte qu'elles puissent être conservées dans un bon état. La plupart des collectionneurs ont ce type de matériel pour reboucher les bouteilles. Ils ont aussi de la cire pour sceller les bouchons. Et d'autres ont des étiquettes pour remplacer celles qui sont trop abîmées. Il n'y a rien de bizarre là-dedans. Ça ne prouve absolument rien. Selon son avocat, Kernawan ne serait pas un tricheur. Il se contentait de restaurer les bouteilles. C'est en tout cas ce qu'il a soutenu à la barre lors du procès de New York. Une stratégie de défense qui n'a convaincu personne. Les juges ont reconnu Kernawan coupable d'escroquerie. Il a été condamné à 10 ans de prison.